Moi, je suis pas né en France, je suis né en Afrique. J'ai fait mes études en France jusqu'à un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait de la fac, j'ai fait de la biochimie moléculaire, j'ai fait de la chimie organique, de la biologie végétale, de la biologie animale, j'ai fait de la cristallographie. Enfin bon, voilà, un truc. C'était le début. J'ai travaillé en laboratoire pendant un certain temps. Et puis après, ça a bifurqué complètement puisque je me suis marié, et ça arrive. Hein. Et je me suis marié avec une famille qui faisait du commerce. Ma femme voulait absolument suivre la voie familiale et donc pendant quelques années, on a fait les deux. Elle était dans le commerce et moi j'étais dans le laboratoire. Et puis à un moment donné, il a bien fallu rejoindre les deux. Donc j'ai abandonné le laboratoire et donc je me suis lancé dans le commerce. Au début du commerce de détail et ensuite j'ai fait de la franchise, j'ai fait du développement, du marketing, etc. Et donc on a créé après notre propre société de marketing et de développement et on a travaillé avec des grandes marques françaises et internationales. Après j'ai fait quelques années à Paris pour faire la transition. Mes enfants étaient grands déjà et voilà, et c'est lorsqu'ils ont été complètement diplômés et installés qu'on a vendu la société et qu'on s'est dit la Bourgogne pour faire du vin. Voilà. Tu as cette chaîne YouTube qui s'appelle donc Jus de la Vigne. Tous les mois, je pars à la rencontre de 2 vignerons un petit peu dans toute la France. Je propose à ceux qui sont abonnés de recevoir les bouteilles de ces vignerons directement chez eux dans des box mensuelles. Tu reçois 2 bouteilles chaque mois chez toi. Je ne vais voir que des vignerons qui sont certifiés en bio ou en biodynamie et qui font des vins naturels. À la rencontre des femmes et des hommes qui fabriquent le bon glouglou que tu vas recevoir par la poste. J'adore le dispositif. On a quitté Paris en 2002. Je me suis réinscrit dans les écoles parce qu'il fallait que je fasse le point de ce qui s'était passé depuis. Donc Beaune pour faire la Viti et Dijon pour faire de l'Eno. En même temps, j'ai travaillé partout parce que comme j'étais déjà vieux, j'avais 52 ans, j'ai commencé à travailler un peu partout en tant qu'ouvrier agricole, viticole. Et j'ai fait 7 ans d'apprentissage. À 52 ans, ça doit pas forcément être évident de se dire, en plus dans un métier comme la vigne où quand tu fais des choix, c'est pour les 10 prochaines années. C'est ça, c'est ça. Alors le projet de départ n'était pas si ambitieux que ça. Je voulais simplement faire de la vigne, faire de la culture et puis vendre les raisins. Voilà, on n'était pas parti pour monter un domaine avec vinification, commercialisation. Ça, c'était pas du tout le projet de départ, c'est venu après. Donc on a eu la chance d'acquérir des petits bouts de vigne comme ça, à droite à gauche, des petits morceaux de vigne en très très mauvais état qu'on a retapés en même temps que je travaillais chez les autres. Je me suis énormément diversifié. J'ai travaillé pour des grandes maisons qui font du vin par milliers d'hectolitres. Après, je me suis concentré sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire sur les domaines qui étaient en bio et en biodynamie. On a fait un peu le tour entre le Beaujolais, la Bourgogne, un petit peu en Champagne. J'ai terminé comme régisseur dans ce domaine à Beaune. Après comme vinificateur pour un très gros domaine qui faisait 2500 hectos. Et puis après on est arrivé là. Ça a été des hasards, oui. J'ai travaillé avec beaucoup de domaines. J'ai donné des coups de main un peu à droite et à gauche. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait on a pu acquérir quelques parcelles. Bon, c'est des Bourgognes, de la Ligotée et des Hautes-Côtes, hein, c'est pas des premiers crus. Donc là on vient d'avoir un petit bout de village quand même. Voilà, c'est des opportunités, c'est des rencontres, ça s'est fait comme ça. C'est étonnant parce qu'avec ton parcours, tu avais des connaissances en chimie et en commerce et finalement quand tu t'es installé, c'est la viticulture qui t'intéressait. Donc c'est la terre qui m'intéressait. Moi qui n'ai jamais eu de jardin, jamais eu de propriété, etc., c'était vraiment la chose qui me manquait, c'était le contact avec la terre. Vraiment, avec le végétal, avec la terre, avec les animaux. Ça me manquait. J'avais une connaissance livresque, j'avais appris beaucoup de choses, mais c'était vraiment le contact réel avec ça. C'est ce qu'on a recherché dès le départ. Ma compagne actuelle, elle est très très branchée terre. C'est ce qui nous a réunis, c'est ce qui a fait qu'on a pu... parce que le changement de vie, c'est compliqué quand même. Hein. Passer de PDG à ouvrier viticole, c'est compliqué. Mettre son ego un peu de côté, peut-être. Ah, oui. Là, il faut oublier beaucoup de choses. Pourquoi la bio, la biodynamie? Alors, là aussi,
Là aussi, c'était complètement particulier parce qu'on était donc à Paris, on traînait beaucoup les puces et les marchés comme ça, ouverts, et dans le projet de transformation de vie qui était plutôt campagne, je tombe sur le bouquin de Steiner, Le cours aux agriculteurs, en 85. Bon, alors j'achète ça, au moins 20 centimes ou 50 centimes, je ne sais plus, de francs à l'époque. J'ai commencé à lire ce truc-là, dans lequel j'ai absolument rien compris. Mais par contre, ça m'a interpellé et j'ai cherché. Donc j'ai cherché d'une façon livresque parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. J'ai pris contact avec beaucoup de gens qui faisaient du maraîchage, qui faisaient déjà des vins en biodynamie, et j'ai pris contact avec le centre d'anthroposophie qui est à Dornach. J'ai été là-bas, j'ai été voir. Donc j'ai fait de la bibliothèque et j'ai fait du laboratoire, puisqu'ils ont, en parlant, je leur ai dit que j'avais fait du laboratoire, donc on a travaillé là-bas par des séjours de 4-5 jours. Donc c'est du hasard total. Voilà, complètement, et ça m'a tellement interpellé, et c'était tellement loin de ma façon de vivre et je dirais, des rapports sociaux qu'on avait à l'époque, tellement, mais on était très très loin, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus respectueux, et qu'en fait, dans le milieu dans lequel j'étais, où ça fonctionnait très bien, socialement, ça fonctionnait très très bien, j'étais pas si bien que ça. Et en fait, c'est quand on a vraiment coupé les ponts et que nous sommes allés vers cette philosophie de vie qu'on a trouvé une véritable profondeur. On est beaucoup plus léger, je sais pas, ça a changé complètement. Les valeurs ont changé totalement, et les valeurs humaines, je parle. Je parle pas uniquement de la biodynamie pour faire des tisanes ou des purins, ça c'est rien du tout. C'est plutôt l'approche globale. Ça nous a beaucoup aidé, Michel et moi, à nous intégrer dans ce village, par exemple, et à nous intégrer dans le paysage où maintenant on nous considère comme faisant partie de la vigne. Justement, quand tu parles d'intégration au village, quelqu'un qui vient de Paris et qui en plus se lance en bio, en biodynamie, comment il est reçu à l'époque? Ils ont mis un certain temps, mais moi je suis pas quelqu'un je suis pas de prosélytisme, je suis pas dogmatique, je suis quelqu'un de très ouvert. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je pense que pour la plupart ils ont dû se dire, bon celui-là il en a pour 3 ans, et puis on rachètera les vignes. Et puis non, ils ont vu que ça continuait, et que les vignes produisaient, que c'était propre, et que c'était entretenu, et qu'on menait notre petite vie tranquillement. Je travaillais toujours pour d'autres à l'époque. On avait un petit peu de sous de côté, mais pas suffisamment pour être totalement à la retraite. Et donc petit à petit c'est venu. Voilà. Ils ont mis 3 ans pour m'inviter aux réunions syndicales, 3 ou 4 ans, je sais plus. Mais après c'est venu. Mais comme on n'a rien demandé, c'est venu tout seul. Et on a de très bonnes relations. Est-ce que tu peux présenter ton domaine un petit peu? Alors le domaine, il a été constitué par des tas de petits bouts de machin. On a commencé donc en 2009, on a fait la première cuvée en 2009. On avait déjà des vignes. On a commencé par faire des vins, des génériques. Après, j'ai créé une SARL de négoce pour pouvoir acheter des raisins. On achète des parcelles entières sur lesquelles on intervient en labour et en traitement. Ce sont des petites parcelles, petites surfaces, toujours les mêmes, et sur lesquelles on récolte, on laboure et on fait les traitements. Donc ça nous a bien aidé au départ, parce qu'on n'arrivait pas à avoir suffisamment de production. Et puis petit à petit, on a complété par d'autres achats ou d'autres locations pour pouvoir avoir une production qui soit viable. Il faut un certain nombre de bouteilles pour être soit viable. Depuis 2017, 18, 19, on tourne entre 40 000 et 50 000 bouteilles par an. On a pu donc embaucher les 2 jeunes qui sont venus nous rejoindre avec une situation très stable. Comme tu parles de taille, comme ici, c'est-à-dire... Alors ici on est en Guyot-Poussard, c'est-à-dire que une année la vigne va produire à gauche, et l'autre année la vigne va produire à droite. Donc en fait, elle va s'équilibrer, le sève va s'équilibrer et les flux de sève vont s'équilibrer. On fait très attention à notre façon de tailler, donc il faut absolument que les flux de sève continuent, suivent comme ça. Ça c'est une ancienne taille, donc en fait on nécrose complètement le pied de vigne, donc toute cette partie-là elle est quasiment morte. Tout ça c'est mort, parce qu'ils taillaient toujours de la même façon. Alors qu'en alternant les tailles,
comme ici. On a donc une tête ici et une tête là. Et donc nos flux de sève, ils sont complémentaires. Le pied, la sève dans le pied fait le tour du cep. Et donc logiquement, on a le diamètre de cette baguette-là qui correspond au diamètre de cette baguette-là. Le diamètre de ce courson-là qui correspond au diamètre de ce courson-là. Donc on a un véritable équilibre de sève. C'est une vigne qui a 50 ans. Ça met un certain temps à se mettre en place, mais même sur une vigne de 50 ans, on y arrive. Parce que tu expliquais qu'ici, avant, ils faisaient du crément, c'est ça? Ils faisaient du crément, donc les pieds étaient montés jusque-là. Il y avait des baguettes énormes. Le sol, on a mis 3 ans pour labourer. On ne pouvait absolument pas rentrer dans... Ah bah c'était super, hein, la brouette, on pouvait la promener, c'était bétonné. Hein. Et donc petit à petit on a labouré très très faiblement. Et puis maintenant on fait peu de labour, parce qu'on a suffisamment de terre, il n'y a pas de souci, c'est suffisamment souple. On a semé beaucoup de fleurs, là et ça va commencer à sortir. Comme c'est une terre quand même très calcaire et assez pauvre, on n'a pas fait d'engrais verts, on a semé des fleurs. Donc on a une variété de 80-90 sortes de fleurs, à tiges courtes. Qui sortent. Il y a des jaunes, des bleus, des roses, donc il y a un cycle de fleurs, elles meurent, et pouf, là, ça rentre après dans la terre, donc ça ne gêne pas la vigne. Il n'y a pas de ronces, il n'y a pas d'herbe qui nous gêne, quoi. Puis simplement pour que le travail de la terre se fasse par des racines, et non pas par un engin mécanique. On laboure quand même, hein. On fait pas mal de pioches aussi, mais on fait des petits labours très légers, juste pour aérer la terre, sans bousculer beaucoup les horizons. Donc c'est comme ça qu'on a régulé cette parcelle-là. Il a fallu combien de temps, étant donné qu'elle était faite, je pense, pour produire beaucoup Pour vraiment retrouver une terre, de la terre, il a fallu 5 ans. Les vignes, par rapport aux tailles, pour en faire ce que vous vouliez faire? Beaucoup plus. Pour qu'on ait des baguettes de cette vigueur-là, il faut entre 6 et 7 ans. On n'a pas retrouvé de vigueur. Mais là, ça y est, elles sont à peu près toutes de même taille. Donc il y a une belle homogénéité de la taille maintenant. Donc il y a une belle homogénéité de production aussi. Là, pour de la ligoter, on sort des raisins magnifiques, quoi. On n'a pas trop de problèmes, pas trop de soucis de maladie. Je suis assez content de ce truc-là. Ouais, c'était le défi. C'est la première parcelle qu'on a eue. Au niveau du sol, du coup, à Saint-Auban, on a à peu près toujours la même... Alors pas tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, on a des sols qui sont faits pour les blancs, donc très clairs, comme ça, là. Et on a des sols beaucoup plus argileux, beaucoup plus avec un peu plus de fer, qui sont sur ces parties-là où on a des rouges. On va sur Meursault-Volnay, le côté où il y a naturellement des rouges et des blancs. En fait, c'est tout ce plateau-là se continue jusqu'à Pommard. Et ici, du coup, sur cette parcelle-là en particulier? C'est de l'argilo-calcaire, hein, comme on le voit. Hein. Maintenant qu'on voit la terre, avant on ne la voyait pas, mais on la voit. Donc ça, c'est du caillou, c'est pas du broyé, c'est des cailloux métamorphiques. Hein. C'est donc de la dégradation des dalles calcaires. On est avec beaucoup de calcaire blanc ici. Beaucoup. Donc c'est une terre pauvre. Tu fais des préparations biodynamiques? Alors oui, on fait toutes les préparations. Enfin, on a limité, on appelle ça de la biodynamie parce qu'on on travaille l'eau, on travaille la dynamique de l'eau pour les préparations, mais c'est des préparations tout à fait classiques, empiriques, depuis des centaines d'années. Hein. Les anciens bouquins, qu'ils soient romains ou grecs, c'est les mêmes plantes. Hein. Donc ça ne vient pas totalement de Steiner. Steiner en a fait une compilation, a expliqué certaines choses, mais les préparats étaient déjà là depuis longtemps. Donc on fait tout en interne. C'est-à-dire qu'on cultive nos plantes, ou on les récolte, on fait nos huiles essentielles et on fait tous nos préparats. Sauf deux, la silice, qu'on ne peut pas broyer, nous, et la valériane. Voilà, et l'alcoolate valériane qu'on ne fait pas encore, on va peut-être arriver à le faire. On a un petit distillateur, on peut peut-être y arriver. Mais tout le reste c'est fait en interne, donc on n'utilise que des plantes régionales, que des plantes que la vigne connaît. Donc on cueille dans la région l'arête des prés, les soucis, l'osier, l'aquilée millefeuille, etc. L'ortie, la consoude, tout ça vient de la commune. Comme les plantes vivent dans le même biotope que la vigne, j'estime qu'elles se connaissent bien, elles devraient bien se connaître. Je ne vais pas acheter des plantes exotiques pour traiter la vigne. La vigne d'ici, elle n'a jamais voyagé en Chine ou au Tibet. Donc on utilise ça. Dans les huiles essentielles, on en fait très peu. On fait de l'origan, on fait du citrus et de l'orange.
Voilà, on n'utilise que ces 3 huiles essentielles. Et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Donc on fait des macérats, on fait des purins, des décoctions et des tisanes. Donc les purins, les macérats, on utilise surtout ça sur la terre, parce que les purins c'est du fermenté. Donc du fermenté sur du végétal, j'ai un peu peur que ça m'augmente la probabilité d'avoir d'autres produits fermentaires qui ne m'intéressent pas. On restreint les purins sur le sol jusqu'à ce qu'on ait la végétation. À partir où il y a des feuilles, où c'est en aérien, on n'utilise que les décoctions et les tisanes et les huiles essentielles. Voilà. 500p du coup, vous l'avez 500. Alors on ne fait pas de 500p nous, on fait de la 500 tout court. Ok. On fait de la 500 parce qu'on utilise aussi des purins que l'on fait nous-mêmes, des purins avec des mycorhizes, avec des oligo-éléments. On a une base fermentaire. Ce purin fermente pendant 3-4 jours. On a un système d'aération permanente avec une pompe. On fait ce purin, cet engrais liquide, quoi, cet apport liquide qui est extrêmement fermentaire en complément des 500. Ce purin fermenté, il est fait également au domaine. Donc on garde des extraits de compost que l'on fait fermenter, donc compost à base de raisins, de feuilles, etc. Et on y rajoute des algues, des oligo-éléments, des mycorhizes et des souches de bactéries, donc uniquement des souches de bactéries qui correspondent à la vigne. Et donc tout ça fermente, ça monte. On utilise de l'eau pure, on utilise de l'eau de source, et ça monte naturellement entre 36 et 38 degrés. Et après ça s'arrête. Dès que la température s'arrête, ça veut dire que la fermentation est terminée. Donc on attend que ça redescende. On filtre et on épand à terre à la main. Il n'y a pas de moteur. Donc c'est vraiment... En plus, comme c'est du vivant, on ne peut pas avoir une grosse pression de sortie de buse, et il faut des buses assez grosses, parce que sinon on massacre tout. Donc en fait, on fait ça à la main. Vous faites ça depuis le tout début de l'installation? Alors ça c'est compliqué, oui, on a commencé en biodynamie, mais c'était beaucoup plus léger. D'abord il faut s'équiper un peu, et ensuite il faut avoir le temps. Donc maintenant, maintenant c'est vraiment une façon calendaire. Très précis. Il faut trouver ce qui marche aussi sur ces... Absolument. On ne fait pas la même biodynamie dans le Beaujolais, puisqu'on a une petite propriété dans le Beaujolais, qu'ici. On n'a pas du tout le même sol, donc on ne fait pas du tout la même chose. Ça c'est intéressant dans la biodynamie, c'est surtout regarder ce dont la culture a besoin. Dans quel environnement on est, sur quelle terre on est, qu'est-ce qu'on cultive. On ne met pas la même chose partout. Il faut s'adapter, quoi. Comment ça se passe du coup pour les parcelles qui sont dans le Beaujolais? Vous y allez toutes les semaines ou... Ah non, pas toutes les semaines, non, ça va pas si vite les vignes quand même. Elles nous laissent un peu de temps. Alors il pleut, il faut être actif. Oui. Non, là-bas on a quelqu'un déjà. Il y a une jeune fille qui était une de mes stagiaires ici et qui s'est installée à 2 km de là où on a les vignes. Elle a un petit bout de vigne à elle, mais pas suffisamment pour vivre. Donc du coup je l'embauche et elle est là en permanence, elle surveille, elle travaille. Et lorsqu'il y a travail important à faire, on prend les camions, on charge les camions à bloc et on descend tous les 3 et on fait 3-4 jours de travail à fond là-bas. Le Bourgogne ligoté, comment tu pourrais décrire ce cépage? C'est un cépage qui a été très méprisé. Parce qu'on en a fait du vin au litre. C'est dommage parce que c'est un vrai cépage bourguignon. C'est un cépage emblématique de la Bourgogne. D'ailleurs, il est en passe de redevenir un vrai cépage. Et nous, on le traite exactement comme un grand cru. Taille, vinification, élevage, c'est exactement comme si c'était un haut de gamme. C'est un pressurage direct, comme un blanc. Des bourbages statiques. Nous, on n'utilise pas de produits œnologiques. Des bourbages statiques à froid. On a des demi-muits de 500 litres, donc ils vinifient dans les 500 litres, élevage de 14 mois et mise en bouteille. Voilà, tout simplement. Donc la caractéristique de la ligotée, c'est un cépage il y a peu d'alcool dedans, ça mûrit assez tard. Ça c'est des vieux aligotés, c'est des aligotés dorés, c'est pas des aligotés verts. C'est très aromatique, c'est très frais, il y a
beaucoup de tension. C'est pas une bouteille de garde, c'est une bouteille qu'on peut déguster avec plaisir tout de suite. Mais moi j'ai des aligotés qui ont 10-15 ans qui sont superbes. La caractéristique, c'est un vin très frais, très vif, qui peut aller très bien en apéritif, très bien sur des crustacés ou des entrées, et qui va très bien sur tout ce qui est crémé, poisson, crème, etc. Ça va très bien parce qu'il y a une grosse tension et une belle acidité. Et comme lorsqu'il est élevé comme ça, il a une très belle aromatique. L'aligoté, il a été c'était un vin de comptoir, donc ce que je dis, le vin au litre, qui était associé au cassis en sirop, en liqueur. À l'origine, c'était de la liqueur, après c'était plutôt du sirop, mais bon. Et du coup, c'était un vin qui était fait en cuve, qui a été malmené, sulfité, mal élevé, enfin bon, quelque chose qui était vraiment pas du tout fait pour la table. Il s'arrache toujours des parcelles d'aligoté, nous on en recherche, donc c'est le contraire. Mais du coup, depuis qu'on a créé ce truc-là, il y a un frein sur l'arrachage. Après, je ne peux pas dire que qualitativement il y ait encore un gros effort de fait, mais vu le nombre de, de candidatures qu'on a pour l'entrée dans cette association des aligoteurs, là ça a motivé des gens. Parce que là, on a vraiment, du nord au sud de la Bourgogne, on a vraiment des demandes, beaucoup de demandes de nouveaux membres. Donc il va falloir faire quelque chose, parce qu'après on est parti d'une bande de copains, puis là ça va être plus compliqué à gérer. Tu parlais des arbres, des essais d'arbres que tu plantais peut-être? Oui. Là, par exemple, cette partie-là va être mise en verger, et l'autre partie aussi. Et donc dans chaque parcelle, on garde les haies qu'on a reconditionnées. Et on a ressorti les arbres, on entretient les arbres en fait, les arbres et les fourrés qui sont naturellement présents autour des parcelles. Et on essaie, par exemple, ici on a acheté toutes les friches autour, on a la chance de l'avoir fait d'ailleurs. Dans les Maranges c'est pareil, on a acheté le bois qui est autour, on a un bois qui est directement sur la vigne et donc on a acheté le bois. Dans le Beaujolais on a acheté également tous les chemins et les bois qui sont autour et on n'y a pas touché. Et on a replanté dans le Beaujolais, on a remis des arbres dans les pointes. Il y a des endroits où on peut remettre des arbres. Ici, on a la chance, c'est qu'on a peu de dérives, parce qu'on fait des comptages de dérives, parce que tout ça, c'est en chimique, sauf la partie où il y a les pots jaunes là-bas, qui est en bio aussi. On a la vigne d'à côté d'ailleurs, et donc tout ça, c'est en chimique. Donc on avait fait des comptages de dérives, et en fait, une petite haie comme ça, ça bloque quasiment tout. Là, vraiment, on peut dire que nous, notre petit truc en biodynamie, là, il est vraiment très très protégé, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas le cas partout. Chaque fois, on me dit oui, mais tu fais de la biodynamie, mais celui à côté, il n'en fait pas. Je dis oui, c'est sûr. Oui. Mais je dis si personne ne commence, si personne ne montre l'exemple, on ne fera jamais rien, quoi. Je dis moi, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux avec la terre, avec les plantes, je fais ce que je peux. Maintenant, si ça intéresse personne, tant pis, mais je dis, il faut montrer l'exemple. Quand on a fait la plantation, il faut montrer que ça fonctionne. Et on a une sélection à la salle de blanc, on est sur une parcelle comme ça, donc on a fait correct. C'est tout à fait viable. Là, on traite à 800 grammes de cuivre métal par an sur l'hectare. On est à 20 kg de soufre, quelquefois même pas, parce qu'on a remplacé ça par du kilé. Elles vont bien, elles vont très très bien. Au niveau rendement, du coup, tu es à peu près combien sur cette parcelle? Alors ici, on est sur les ligotés, là, on est à 45 hectos. Vu le prix du foncier en Bourgogne, est-ce que ça a été difficile de dire je vais garder ça en friche, oui. Je vais pas planter? Oui. Tout le monde m'a dit tu as de la chance, tu vas pouvoir planter. Oui. Non mais je n'ai pas que ça, j'en ai d'autres. Dans la parcelle qui est là-bas, où il y a quasiment 1 hectare, toutes les friches qui sont là, tous les arbres là qui sont là, c'est de la terre à planter. Et ça va rester en friche. Moi, j'ai pas beaucoup de besoins déjà, donc j'ai pas un problème de rentabilité énorme. Dans ces appellations-là, comme le Bourgogne, le Haute-Côte, les aligotés, où le foncier n'est pas encore exorbitant, je trouve qu'on a intérêt à faire un peu de jardin, un peu d'agroforesterie. On peut le faire. Maintenant, quand il faut rentabiliser une vigne de premier cru ou de grand cru, c'est évident qu'au prix de la terre, on ne plante pas des radis, quoi. Mais on n'en a pas, donc pour moi, ça ne pose pas de problème.